La vraie histoire de cette manifestation, c'est une concours de circonstances. Pierre Messmer, qui est à l'époque le patron de l'Institut Charles de Gaulle, voit le président de la République et essaye de le convaincre de l'idée qu'il faudrait faire quelque chose autour de Malraux et éventuellement d'ailleurs, pourquoi pas une panthéonisation. Et tout ça, il sort de là assez dépité avec le sentiment que il se passera rien du tout. Il se passera d'autant moins rien que du tout que quand Jacques Toubon était ministre de la Culture, il faisait la tournée comme le fait la ministre de la Culture, des anniversaires à venir pour anticiper. Il avait été rencontrer le Premier ministre de l'époque, Édouard Balladur, en lui faisant des tas de propositions, ce qu'on pouvait faire en mémoire d'André Malraux. Et Édouard Balladur a conclu en disant « on ne fera rien ». On fera rien. Parce que Édouard Balladur... Et là, on entre dans toute une série de choses dont on n'aura pas le temps de discuter aujourd'hui, mais qui sont en fait la dimension politique très ambiguë d'un Malraux, compagnon de route de la gauche et avant la guerre, pour devenir le principal chevalier du général de Gaulle ensuite. Et donc chacun essaye de le récupérer à sa façon, ou chacun le déteste à sa façon, et pendant tout l'automne Malraux, on aura droit à des formidables soutiens et à des formidables adversaires au plus près de la République. Bref, il sort de là, et un peu dépité, et quelques heures plus tard, le ministre de la Culture, qui à l'époque est Douste Blazy, se retrouve avec Jacques Chirac à une cérémonie quelconque, qui sont un peu en avance, et Jacques Chirac, ne sachant pas trop quoi parler, dit, pensant à sa discussion avec Messmer, alors pour Malraux, qu'est-ce que vous avez prévu? Et donc, avec enthousiasme, Douste Blazy lui dit, mais j'ai fait des choses, enfin ça reste vague, mais enfin il est clair que ça va être formidable, et il revient à son ministère, il demande qu'est-ce qui a été prévu, là on lui dit, bah rien. Alors, là il se dit, bah ça c'est un problème. Et à ce moment-là, je reçois 5 coups de téléphone de son directeur de cabinet, des gens de son cabinet, en me disant « Est-ce que tu peux venir voir le ministre ?» Parce que voilà, bon, bref. Et donc, avec Philippe Douste Blazy, qui je rends hommage, parce qu'il a été vraiment très très moteur dans tout ça, dans une réactivité où rien, on avait à la fois carte blanche et budget zéro. Donc, c'était assez simple, comme cahier des charges. Et donc, on a décidé de faire effectivement cet hommage à Malraux, l'automne Malraux. Et alors, avec l'idée, moi, mon idée principale, c'était que Malraux, qui était un peu oublié, ses livres se vendaient pas, et l'image qu'on en avait était celle d'un vieux monsieur un peu gâteux, parlant avec des tics. Et donc l'idée, c'était de transformer complètement ça autour de la modernité du message de Malraux. Et donc c'est comme ça que, avec Georges Semprin, avec Florence Malraux et avec beaucoup d'autres complices comme Jean d'Ormesson, Jean Lacouture, etc., on a érigé tout un programme. Alors on voulait faire des choses modernes. Donc par exemple, pour casser l'image rétro, on a fait une campagne d'affichage qu'on a autofinancée avec le concours d'agences, d'annonceurs et de vendeurs d'espace. Ça a été la plus grosse campagne de l'année. Et peut-être vous en avez le souvenir, il y avait des photos que j'avais sélectionnées, on avait eu Gisèle Freud nous en avait passé de façon absolument formidable, et avec des phrases extraites de Malraux, c'était sur tous les murs de France. On a fait le timbre Malraux, on n'a jamais fait un timbre en si peu de temps, hein. Le timbre a été décidé, j'ai convaincu François Fillon qui était le ministre à l'époque, au mois d'avril, il a été prêt pour ça, d'habitude c'est plusieurs années, hein, là c'était fait tout de suite. Et alors bon, l'idée c'était quand même de parler aux jeunes. Et c'est là où on en arrive à cet aspect que Janine a voulu mettre en avant, qui était le côté tribun. Comment rendre ça? En fait, la caractéristique de Malraux, c'était d'abord que c'était un animal politique, assez particulier, on y reviendra, et il avait une force qui tenait fondamentalement à sa voix. Sa voix fait partie du personnage, et donc on s'est dit comment on peut faire ça, et tout en étant dans l'esthétique, et comment s'adresser aux jeunes. Et donc l'idée est venue de faire ce petit film, quasiment un clip, ça dure un peu plus de 4 minutes, qui est fait de 4 extraits, et donc j'ai été demandé à Raymond Depardon, qui est à la fois un artiste, c'est un grand photographe, mais c'est aussi un homme de gauche, un homme engagé, de concevoir ça. Et donc il l'a fait sur une technique, je vous le dis à l'avance parce que ça se comprend mieux quand on le regarde plusieurs fois, mais là on va le voir qu'une fois. Et en fait il a fait un long travelling. On a sélectionné je sais plus combien, une quarantaine de photos qui retracent tout Malraux au fil du temps. Et donc sur un travelling, c'est-à-dire sur un rail, la caméra avance, toujours au même rythme, on passe photo après photo qui s'enchaînent, et
il y a 4 séquences, en fait, qui sont 4 séquences sonores, et donc vous allez entendre la voix de Malraux, et qui couvre ces... Et juste pour conclure, avant que vous regardiez ces images, la question était de savoir comment on allait les diffuser. Et le ministère de la Culture, toujours égal à lui-même, avait comme idée formidable qu'on allait mettre ça dans les salles d'arrêt d'essai, c'est-à-dire qu'on allait donner à des gens qui connaissent Malraux l'occasion de voir Malraux, ce qui est exactement le contraire du but recherché. Donc j'ai dû me battre, et finalement c'est sorti dans plus de 4200 salles de cinéma, de préférence les salles des Champs-Élysées, de préférence avec des films faits pour les teenagers, parce que 60% des entrées en salle, c'est des gens de moins de 18 ans. C'était eux qu'il fallait toucher et viser, et c'est ces jeunes, peut-être des gens dans votre famille, qui ont eu droit à cette surprise, parce que c'est pas vraiment la publicité pour les Esquimaux, et vous allez voir. Donc, peut-être l'avez-vous déjà vu d'ailleurs. J'ai vu l'océan malais constellé de méduses phosphorescentes aussi loin que la nuit permit au regard de plonger dans la baie. Puis la frémissante nébuleuse des lucioles qui couvrait les pentes jusqu'aux forêts, disparaître peu à peu dans le grand effacement de l'aube. Si le destin de l'humanité est aussi vain que l'était cette lumière condamnée, l'implacable indifférence n'est pas vrai que qui que ce soit au monde ait jamais compris la musique parce qu'on lui a expliqué la 9e symphonie. Que qui que ce soit au monde ait jamais aimé la poésie parce qu'on lui a expliqué Victor Hugo. Aimer la poésie, c'est qu'un garçon, fût-il quasi illettré, mais qui aime une femme, entende un jour, lorsque nous dormirons tous deux dans l'attitude que donnent nos morts pensifs la forme du tombeau, et qu'alors il sache ce que c'est qu'un poète. J'ai dit à cette tribune mère combien j'avais été frappé de penser que le géorgien internationaliste Staline avait de la fenêtre du Kremlin, regardant tomber la neige qui ensevelit les chevaliers teutoniques et la grande armée, avait pensé, moi, Staline, je l'ai fait là aussi. Depuis, lorsque Mao Tse-tung, qui avait franchi les 11 fleuves, qui avait passé à travers les montagnes de neige du Tibet, qui avait franchi les rivières où les ponts en flammes n'avaient plus que ces immenses chaînes tendues à travers l'histoire, arrivé avec 7000 hommes à Yan'an, avait conquis 700 millions de Chinois, lorsque je lui ai dit, eh bien, monsieur le président, et maintenant, les vieux empires vont renaître. C'est tout, il m'a tout simplement répondu, oui. Le chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité, qui psalmodiait dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace, mêlé aux cris perdus des moutons des Tavors, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés du nouveau contre-sourd. Tout aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. La marche ici, Paris! Le Paris de tous ces quartiers, depuis la porte d'Italie jusqu'au rond-point de la Défense. Écoute pour la France, République de bronze, la réponse de la vieille même glorieuse. Ici, Paris, honneur et patrie, une fois de plus français, au rendez-vous de la République et au rendez-vous de l'histoire. Vous allez entendre le général de Gaulle. Souvenez-vous de nous qui étions des vieilles, sans rien dire, ils penseront. Bonne nuit, dormez bien. Dormez sous la garde que monte autour de vous la solennité de ces montagnes. Elles ne se soucient guère des hommes qui passent. Alors,
Est-ce qu'il y en avait qui avaient déjà vu ce film? Non. Vous imaginez la surprise des jeunes quand ils sont tombés là-dessus. Moi, j'ai un souvenir personnel, on a fait la première de ce film à la Cinémathèque, et j'étais assis à côté de Philippe Séguin. Et quand on parle de tribun, Philippe Séguin était probablement l'un des rares qui puisse mériter ce titre. Et donc, là, bien sûr, on l'a regardé dans des conditions qui sont bonnes, mais qui ne sont pas celles de la Cinémathèque. Et la Cinémathèque, en plus, il y avait un son très très puissant. Et Séguin, quand les lumières se sont rallumées, quelque chose, il y avait une espèce de grand silence, et Séguin m'a regardé en disant « quand même, c'était autre chose ». Et donc, c'est pour dire. Alors, le tribun, ça nous ramène au rôle politique qu'a joué Malraux. D'ailleurs, quand on regarde l'étymologie, au fond, tribun de la plèbe, ça lui va assez bien. C'est une espèce de magistrat sans pouvoir autre que celui de sa conviction et de sa force et de son esprit, qui défend l'intérêt général. Ça a toujours été un élément majeur dans du discours de Malraux. Et donc, il est un homme qui, politiquement, on peut discuter. Janine est l'une des rares qui a adressé le sujet de son influence politique. Parce que on a tendance à considérer que c'est un artiste, un écrivain, une espèce de... Bon, en réalité, il a eu, sur beaucoup de sujets, et je renvoie à son livre, une influence politique majeure au moment de la Libération, pour contrer, je dirais, la tentative de mainmise des communistes sur la résistance. Et puis aussi, ce qui est moins connu, il a un discours sur l'Europe, qu'on peut relire aujourd'hui, et qui est très intéressant dans le contexte européen. Il a anticipé le retour des nations, et il défend l'idée de la nation tout en étant tout à fait en phase avec ce que dit son ami Romain Gary, c'est-à-dire il n'est pas du tout nationaliste, il est un patriote, mais c'est un patriote qui considère que l'idée de la nation va avec l'idée de l'universalité et va avec l'idée de l'Europe. Et je veux dire, tout ça aujourd'hui s'articule d'une façon, je trouve, très, très moderne. Alors, c'est aussi le premier panthéonisé cinéaste, puisque Cyril de Teruel, et donc c'est un homme qui est aussi un homme de communication. J'ai lu quelque part comment il expliquait très bien qu'il valait beaucoup mieux faire, comme ici, une réunion à 50 dans une salle prévue pour 40 que dans une réunion à 60 dans une salle prévue pour 100. Ça, le principe, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens debout, sinon c'est un échec. Et donc, et vous l'avez entendu là sur l'un des extraits, c'est le chauffeur de salle du général de Gaulle. Donc, il faut imaginer à la tribune, en train avec sa voix là, de faire le... Alors c'est une voix très particulière, qui ressemble plus à Sarah Bernard qu'à ceux des journalistes de la télé. Mais c'est quand même très intéressant de voir comment elle fixe l'attention. Par exemple, le discours du Panthéon, pour le discours de Jean Moulin, c'est quelque chose dont on a pu à plusieurs reprises observer que sur des jeunes qui connaissent rien du contexte, quelque part, il y a une espèce de magnétisme pratique. Et les gens qui ont été à des meetings où il y avait Malraux me disaient qu'il y avait une forme d'hypnotisme, enfin, ce qui est le caractéristique des grands tribuns. Mélange de charisme, de voix, etc. Tout ça, il faut bien le dire, a largement disparu de la scène politique. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on s'adresse aux gens. Au fond, le meilleur tribun, c'est Mélenchon, quelque part. Hein, je ne parle pas sur le fond, mais je veux dire sur la forme. Et d'ailleurs, ça lui réussit. Mais les instruments de la communication, aujourd'hui, sont différents. Et Malraux, il est dans une espèce comment dire, de modernité dans le discours, et aussi d'efficacité. Un bon tribun, c'est quelqu'un qui sait se mettre son public dans la poche, ce que faisait très bien Malraux, et il le faisait avec une mauvaise foi absolue. Il y a un discours formidable qu'il fait où il massacre François Mitterrand, qui a le malheur d'être sur la route du général de Gaulle. Donc là-dedans, il y a du Malraux, et puis il y a la façon de le dire. Hein. Il commence par parler du voyage du général de Gaulle au Mexique, en expliquant, alors ce qui est complètement faux évidemment, que tous les enfants du Mexique connaissaient par cœur la lettre que Victor Hugo avait écrite au président Suarez, et qu'ils étaient tous sur les routes du général de Gaulle pour le saluer au nom de ça. Bon, je pensais que c'est un petit peu douteux, il n'y a pas de sondage, mais enfin bref. Bon, et donc une fois qu'il a fait cette fresque,
ça se termine par « Et croyez-vous qu'il se serait dérangé pour Monsieur Mitterrand ?» Voilà, bon. Et donc, vous voyez l'argumentation, et donc il y a des perles comme ça. Il y en a une que j'aime beaucoup, qui est de dire de François Mitterrand, vous avez rêvé la gauche, vous croyez que vous la faites en parlant d'elle, vous êtes le candidat de 4 gauches, dont l'extrême droite. Donc ça, c'est vraiment c'est efficace, vous voyez ce que je veux dire, ça marche. Donc Malraux, grand à la fois animal politique et tribun, de par sa capacité à parler. Il y a un autre illustration aussi extraordinaire que je vous incite à regarder. Ça a été, mais peut-être là encore, quelques-uns s'en souviennent, est-ce que vous avez regardé en 74 l'intervention de Malraux avec Jacques Chaban-Delmas dans le cadre de la campagne présidentielle? Malheureusement, oui. Alors attendez, qui l'a vu? Bon, alors j'entends pas beaucoup, Edith et Janine dit malheureusement oui. Alors c'est intéressant de la revoir aujourd'hui. C'est trompé de dosage de médicaments, c'est la théorie. Mais non, pas du tout, pas du tout. Si vous la regardez aujourd'hui froidement, pas dans l'ambiance de l'époque, mais froidement, moi je me rappelle, j'avais 15 ans quand je l'ai vu, mais je me l'avais vu. Et j'avais effectivement ce souvenir-là. D'ailleurs, la réalité, c'est que ça a tué Chaban-Delmas, qui s'est tué tout seul, il faut bien le dire, il n'a pas besoin qu'on l'aide. Mais pourquoi? Quand vous regardez la chose aujourd'hui, c'est là que vous voyez cette question de la modernité. En fait, bon, c'est filmé d'une façon très sommaire. Ils sont tous les deux, il y a une caméra qui fixe l'un, et puis quand c'est l'autre qui parle, la caméra tourne et fixe l'autre. Nous sommes en 74, il y a encore le RTF, donc c'est obligatoire. Enfin, il n'y a pas d'alternative de programme, donc tout le monde regarde ça. Et à l'époque, Chaban-Delmas s'enfonce dans sa stratégie perdante, qui était d'apparaître comme l'homme de lui, qui était un homme dynamique, comme l'homme de la gravité, de très torturé, sous le poids des responsabilités, etc. Alors qu'il avait une image dynamique, alors que Giscard d'Estaing fait le contraire. Il se montre en jouant au foot, en short et en faisant de l'accordéon. Et quand les Français sont dans le traumatisme de la mort de Georges Pompidou, ils ont évidemment envie d'avoir quelqu'un qui apparaît en dynamique et en forme, plutôt que quelqu'un qui s'enfonce dans la gravité. Donc ça, c'était l'erreur absolue et stratégique de Chaban. Donc c'est pour ça qu'il a très vite dérapé. Et donc il essaie de se sauver avec, toujours dans sa logique dramatisante, avec Malraux. Et là, ce qui le tue définitivement, c'est que quand vous regardez l'émission, c'est très frappant, il y a qu'un type qui survit dans ça, c'est lui, c'est Malraux. Chaban apparaît comme une potiche. Il n'existe pas. Alors, au cours de cette discussion, d'ailleurs, Malraux fait deux choses très intéressantes. La première, sur le fond, c'est qu'il invente Internet. Je vous incite à écouter ça. Il explique, on est en 74, il explique qu'en fait que tous ces problèmes politiques n'ont aucun intérêt, que ce qui compte c'est la révolution des idées, comment apprendre aux jeunes, car c'est les jeunes qui l'intéressent. On sort de post-68 et il dit ce qui va révolutionner tout, c'est l'intelligence et l'éducation, et ça dépendra de la capacité à combiner ces deux instruments que sont la télévision et l'ordinateur. C'est exactement ce qu'il dit. Bon, et à partir de là, il explique. Alors, il fait du Malraux, il dit Einstein me disait, bon, voilà, ça c'est pas à la portée de tout le monde. Et donc, il défend ça. Et à la fin, donc ça paraît quand même hors sol pour beaucoup de gens. Et à la fin, il dit alors, qui est-ce qui fera ça? C'est pas Monsieur Mitterrand. Bon, encore une fois, il en parle comme si vraiment c'est chose. Il dit ça n'est pas non plus le candidat de la droite. Bon, alors ça c'est donc Chaban voit les voix qui s'en vont là, il les compte. Et il dit, voilà, Chaban-Delmas, lui, a dit, s'y engage, et il le fera. Il a dit qu'il le ferait, il le fera. Et à ce moment-là, la caméra tourne vers Chaban, qui est comme le lapin devant les phares de la voiture, qui n'a pas compris grand-chose depuis ce qui se passe, et qui dit, oui, je le ferai. Et puis là-dessus, Marseillaise, il est mort. Donc, si vous voulez, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est de voir la modernité, en fait. Donc, parce que Malraux, ce jour-là, contrairement à la suggestion qu'on s'auto-fait ensuite avec la distance, en fait, n'a pas beaucoup de tics. C'est un monsieur âgé, il a l'âge qu'il a, mais il s'exprime avec, un visage très marqué, mais sans tics, sans rien
qui a pu l'affecter à d'autres moments. Et simplement, ce qu'il dit est tellement différent et tellement inattendu que voilà, ça crée ça. Et effectivement, donc ça tue Chaban, mais je veux dire, Chaban était déjà mort. Et mais cela dit, quand on s'aperçoit de ce que c'est que un peu la position d'un prophète, quoi, quelque part entre l'invention de l'Internet, il n'a pas écrit le 21e siècle sera religieux, ne sera pas, mais il avait vu le poids de comment la dimension religieuse allait être un élément essentiel, comme d'ailleurs la nation, au cours des décennies à venir. Donc c'est quelqu'un qui a eu cette capacité, et c'est toujours très difficile évidemment d'être celui qui annonce ça, surtout quand on est dans la posture qui est la sienne. Donc voilà ce qu'on peut dire rapidement. Il a été ministre de la Culture, il a accepté d'être ministre de la propagande, enfin d'être l'homme de la propagande, hein, il a revendiqué le mot lorsqu'il était RPF. Donc voilà, un mélange de roublardise politique, de communication, de sens de la mise en scène, parce que il a toujours évidemment une mise en scène, et puis sur le fond, cette espèce de mélange entre une vision inspirée, fondée sur la culture, fondée sur les valeurs, et une dimension chevaleresque. Un jour, De Gaulle, dans un de ses meetings comme ça, lui dit « Bon, vous allez parler de quoi ?» Il répond « De la chevalerie ». Bon, il aurait fallu plus pour déstabiliser De Gaulle, donc ça lui allait très bien. Mais voilà, ça c'est du Malraux typique, c'est-à-dire un homme qui ne ressemble qui est différent de tous les autres et qui a cette combinaison unique de visionnaire et de comment dire, presque de magistrat des valeurs. C'est pour ça que le mot tribun est bien indiqué. Dernière chose peut-être, parce que je suis votre dernier obstacle avant le déjeuner, l'idée que il écrit l'espoir au moment où la guerre. Je dis ça parce qu'on est dans une période un petit peu où on manque de Malraux. Hein, il y a, dans des moments, moi je dis toujours, autre dimension tribunicienne. C'est le seul qui a été capable de cette dimension tribunicienne. Quand on regarde les grands intellectuels de l'époque, que ce soit Mauriac, Sartre, Aron, ils ont tous écrit, bien sûr, formidablement. Mais le seul qui a réussi, enfin qui a été au-delà de ça, s'exprimant comme sous toutes les formes artistiques, l'écrit, la voix, le cinéma, l'image, c'est Malraux. Et d'ailleurs, autre chose qui peut-être vous n'avez pas pu, enfin dont j'ai pas pu avoir, j'ai eu une information beaucoup plus après, on n'a pas pu le creuser, mais il faut savoir que donc il a été il était le tribun le chauffeur de salle de Gaulle, mais il était aussi celui qui est allé défendre les républicains espagnols. Et on a retrouvé dans les archives de Radio France, il y a pas très longtemps, des enregistrements qui avaient été faits de Malraux, ministre, de Malraux, pendant la guerre d'Espagne, qui était allé aux États-Unis faire des conférences pour ramasser de l'argent pour soutenir les républicains espagnols. Ils ont retrouvé ça dans les archives de Radio France, évidemment. Enfin, c'était pas Radio France, c'était France 1, enfin, c'était dans les années 60, donc quand Malraux était ministre, et donc panique à bord. Le ministre de la Culture, le gouvernement de droite, est un gauchiste dangereux qui faisait des conférences aux côtés des communistes aux États-Unis. Donc ils ont mis ça dans un coffre, surtout pour ne pas avoir d'ennui. Tout ça est ressorti beaucoup plus tard, et donc il y a eu quelques émissions, on a pu entendre le Malraux tribun cette fois-ci dans d'autres circonstances. Et je pense à ça parce qu'aujourd'hui, dans la configuration qui est la nôtre, c'est-à-dire avec ce choc, cette violence qui interpelle les valeurs de l'Occident, dans un monde qui se tourne contre l'Occident, hein, très globalement, et de façon cynique ou pas, mais en tout cas, eh bien Malraux là aussi est une figure qui nous manque, parce que à la fois il était l'homme de toutes les cultures, c'est-à-dire que c'était l'homme de la mondialisation, mais pas au sens de l'écrasement autour d'une idée centrale, c'était l'homme du respect de toutes les cultures, de toutes les diversités. Et je pense que aujourd'hui, sa voix est certainement l'une des rares occidentales qui peut être acceptée et comprise dans les pays du Sud. Et puis, par rapport à notre dimension européenne, il a vu venir, il savait que la guerre d'Espagne était l'amorce de quelque chose qui allait s'aggraver. On peut avoir le même type de sentiment dans ce qui se passe actuellement à l'est de l'Europe. Et quand il a écrit l'Espoir, et quand il a intitulé son livre l'Espoir, il savait que la guerre serait perdue. Ça, tout le monde le savait à ce moment-là.
c'est une espèce de pied de nez. Il a appelé ça l'espoir. Je pense que ça aussi, c'est d'actualité. Voilà, merci.